seulement pour cette session, mais sinon, bienvenue dans ce nouvel atelier. Donc, la deuxième session. On commence peut-être un peu fatigué, mais j'espère que les présentations vous redonneront un peu de dynamisme. Donc, on va parler dans cet atelier de partager des cas de conseils et d'accompagnement inspirants à travers l'Europe. Et donc, comme on va partager des cas inspirants à travers l'Europe, ça va être en 2 langues. Donc, on va avoir 2 exemples de cas en France avec Françoise et Nicolas. Et ensuite, on va avoir 2 cas inspirants en Europe, donc dans 2 pays différents. Et donc là, ce sera des présentations en anglais. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, je vous invite à prendre un casque qui est dans la boîte rouge qui est là au niveau de l'allée centrale, un petit peu plus loin. Au moment des présentations en anglais, vous pourrez tout simplement les brancher et mettre le canal 1 sur le boîtier qui est au niveau de chaque place. Vous mettrez canal 1 et là, vous aurez la traduction en français des présentations qui seront en anglais. Voilà. Voilà pour la partie technique voilà. Et pour nos intervenants, vous avez juste derrière vous les casques sur le canal 1. Donc vous pourrez tout simplement... Voilà, qui est nécessaire. Ben ça, voilà, ça, tout dépend de votre niveau en anglais. Voilà. Donc, cet atelier, partager 4 conseils d'accompagnement inspirants à travers l'Europe, il se fait en partenariat entre le RMT Alimentation Locale et le projet Cornet. Donc, le projet Cornet ayant pour objectif de tisser un réseau d'accompagnateurs et d'accompagnatrices en Europe. Et donc, il est un peu à l'image de ce que peut faire le RMT Alimentation Locale ici en France, mais il veut développer ça à travers l'Europe. Et donc, on réalise ces ateliers, donc l'atelier précédent et celui-ci, en partenariat, pour pouvoir montrer comment ce qu'on peut faire ici, ça peut aussi avoir un intérêt de le faire au niveau européen, aussi bien au niveau des réseaux, mais aussi du plaidoyer, comme l'a expliqué Françoise en table ronde ce matin. Le RMT, il peut avoir un rôle au niveau des politiques publiques pour expliquer l'intérêt de la flexibilité, par exemple, sur la réglementation. Eh bien, un réseau comme Cornet, il peut aussi venir faire remonter aux décideurs publics au niveau européen des retours des acteurs des circuits courts dans toute l'Europe. Et puis, les cas des uns et des autres peuvent venir inspirer dans d'autres pays et se dire « Ah, mais en fait, c'est possible, la réglementation européenne, en fait, elle permet déjà ça. Il reste à l'adapter dans mon pays comme l'a fait tel autre pays. » Donc voilà, c'est aussi se donner des exemples et s'inspirer les uns les autres. Voilà, et bien sans plus attendre, je vais passer la parole à Françoise. Et si juste vous dire qu'on va avoir ces 4 présentations, donc on va avoir des questions, juste 1 ou 2 questions de clarification, compréhension entre les interventions pour pouvoir se laisser un peu de temps à la fin, mais s'assurer que tout le monde a bien eu le temps de faire sa présentation, puisque 4, et ben ça fait un certain nombre de présentations, comme on doit finir à 17h. Donc voilà, juste 1 ou 2 questions de compréhension entre, et puis à la fin, on pourra un peu plus discuter. Et juste vous dire que les 4 cas qui vont vous être présentés maintenant sont des cas qui sont qualifiés de Golden Case dans le cadre du projet européen Cornet. Donc c'est des cas qui sont inspirants et qui vont être diffusés sur le site internet du projet Cornet pour pouvoir venir inspirer les autres pays. Et donc ils sont documentés, il y a des fiches qui permettent de compléter différents éléments sur ces cas. Donc Françoise et Marion pour Tram ont complété ces fiches en détail. Elles passent ensuite devant un comité qui détermine effectivement s'il s'agit bien d'un cas vraiment inspirant d'accompagnement des circuits courts. Et donc ensuite, ils peuvent être diffusés. Et si vous-même, vous vous dites « Ah, mais ça fait écho à un cas que j'ai accompagné ou auquel j'ai participé, j'ai moi aussi envie de partager un cas inspirant », ben, n'hésitez pas à venir nous voir, les membres du projet Cornet, et puis on vous expliquera comment faire. Voilà, on est bien sûr... on accueille les nouveaux cas inspirants qui pourront venir enrichir cette base de données. Voilà, merci et merci par avance aux personnes qui vont intervenir. Alors, merci de me permettre de présenter ce Golden Case. Quand on m'a sollicité, il m'a semblé complètement naturel de parler de cette histoire. Alors, c'est un atelier que j'ai suivi donc pour ma structure depuis à peu près plus de 30 ans, 35 ans quasiment. C'était un agriculteur, un jeune, qui s'est installé sur l'exploitation de ses parents et qui avait développé donc du canard gras, la production de canard gras avec abattage, découpe et toutes les transformations. Donc dans une région pas traditionnelle chez nous, hein, moi en Bourgogne, du canard gras.
Je l'ai rencontré dans ces années 90 pour de la formation, hygiène, maîtrise de la stérilisation, voilà. Et puis, il y a eu un projet collectif en l'an 2000, avec d'autres agriculteurs, de mise en place d'un atelier plus important, à la fois d'abattage de volailles, et découpe et transformation aussi chaude. Et puis, on s'est bataillé ensemble. Il y avait la Chambre d'agriculture aussi de Côte d'Or pendant 2 ans pour mettre en place cet atelier collectif. Mais contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, les collectivités se sont opposées à l'époque. Merveilleux, hein, merveilleux de chez merveilleux. Parce que ce n'était pas à des agriculteurs d'aller investir dans un atelier de transfo. Vous vous rendez compte? Ouais. Bon, allez, on va tourner la page, ces mauvaises pages de l'histoire. Et là, un de ces agriculteurs, donc Pascal Lapré, donc toujours cet agriculteur, a dit moi j'investis chez moi et puis j'ouvre la porte aux autres. Très fort, hein. Voilà, c'était déjà dans un contexte. Donc en 2002, il investit dans cet atelier. Donc il avait une partie gavage, une partie du coup il a mis l'abattage et au-dessus il a mis son atelier de transformation. Donc voilà. Alors c'était pas si simple que ça parce que réglementairement, vous voyez, il ouvrait la porte de son atelier et lui, au démarrage, il a dit moi clairement je veux pas être responsable pour les produits des autres. Hein, au niveau sanitaire, la première question c'est qui est responsable. C'est un des points de notre règlement européen, le food law, c'est responsabilité du fabricant. Alors là, j'ai dit, on va inventer, parce qu'effectivement, la réglementation, elle ne nous permettait pas, franchement, on avait commencé à réfléchir à des choses en disant atelier collectif, où chacun est responsable de ce qu'il fait. Voilà. Mais ça, notre DDPP en face, alors notre DSV à l'époque, elle n'entendait pas les choses ainsi. Donc, on est parti du principe qu'on montait des dossiers d'agrément pour tous les acteurs qui venaient transformer chez lui. On avait une quinzaine d'agriculteurs en plus de lui qui abattaient, alors pour certains abattaient des volailles, d'autres venaient faire de la découpe de viande, découpe de viande bovine, découpe de viande porcine, et voire transformer aussi des légumes. On montait alors une quinzaine d'agriculteurs qui viennent transformer, certains donc plutôt donc au démarrage d'activité. C'était un bon démarrage pour aller après investir éventuellement chez eux. Et alors on était, vous voyez, dans ces années 2004-2005, et si on remet encore aujourd'hui, il y a encore des jeunes qui s'installent autour de lui et qui viennent transformer au moins au démarrage dans cet atelier. Donc pour moi c'est vraiment un cas, il a eu un effet induit sur son territoire énorme, parce qu'il a aidé plein de jeunes à mettre en place leur activité et puis à voir ce que ça donnait et ensuite à repartir, investir éventuellement chez eux. Alors l'histoire, elle ne s'arrête pas complètement là parce qu'il a toujours voulu faire plein de choses. Je pense qu'il est heureux quand il développe. Donc il a mis en place il devait s'associer, mais finalement il est resté salarié parce qu'il préférait donc un atelier, parce qu'il produisait des céréales, donc il fait de la farine, et il a mis en place beaucoup plus loin un atelier avec un moulin, et il vend aussi de la farine. Là, il a laissé une partie de son exploitation, et il a permis l'installation d'une jeune qui a des chèvres et des brebis, et qui fait du fromage. Et enfin, là, il y a quelqu'un qui démarre du légume sur une toute petite partie de son exploitation. Donc voilà, c'est un cas, parce que c'est une exploitation individuelle, et quelque part, à partir d'une certaine volonté de travailler en réseau, il a eu un effet induit sur son territoire. Donc pour moi, c'est vraiment un bel exemple. Alors on a d'autres exemples, bien sûr, très très collectifs, beaucoup plus collectifs. Là, c'est venu d'une volonté individuelle, d'une grande ouverture, et il a fallu se battre pendant plusieurs années avec nos services de l'État pour arriver à faire comprendre que chacun pouvait être responsable de ses produits dans un atelier individuel. Et juste pour compléter ce que tu expliques, en fait là, vu que le sujet c'est vraiment montrer le rôle de l'accompagnement, et bien dans ce cas-là, on a à la fois de l'accompagnement formel qui est le tien, celui que le CERD a pu lui apporter, et également il a eu des accompagnements par ailleurs par d'autres structures, je crois les chambres ponctuellement.
Oui, voilà, au démarrage, plutôt quand on donc, a travaillé voilà. sur le projet collectif, on le faisait conjointement entre le CERD et la Chambre d'agriculture. Voilà, donc il y a eu un accompagnement plus formel et également dans l'exemple, lui-même derrière vient accompagner des jeunes, donc c'est presque de l'accompagnement plus informel parce que lui-même n'est pas accompagnateur, mais en fait il vient faciliter voilà, le fait de s'essayer à l'activité, le fait de s'installer, et donc voilà, on voit dans cet exemple voilà, plein de choses intéressantes, les questions de la transformation, de gérer les questions de réglementation, et voilà comment on est accompagné et comment soi-même ensuite on peut venir accompagner d'autres. Et globalement, toutes les personnes qui viennent transformer chez lui participent, nous, à des formations organisées par le CERD Voilà. sur Donc, l'hygiène. Et, voilà. Et donc, on a une voilà. espèce de et donc, boucle. et en fait, ils y viennent grâce à lui, grâce à cet accompagnement informel, et ensuite, ils viennent trouver dans l'accompagnement formel des éléments peut-être plus précis, une autre forme d'accompagnement. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qui était intéressant à montrer comme cas inspirant, à la fois pour l'objet, voilà, la manière dont le projet s'est développé et comment les différentes formes d'accompagnement, elles s'entremêlent pour proposer de l'alimentation locale sur le territoire, avec ce maillon de la transformation qui est un maillon souvent assez complexe à gérer, quoi. Indispensable Indispensable et complexe. Sinon, on n'a pas de viande. Voilà. Clairement, si on n'abat pas à un moment l'animal et si on le découpe pas, on le transforme pas, on ne peut pas en avoir. Il n'y a pas de circuit court en viande si on n'a pas ces outils-là. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce témoignage, Françoise. Et donc, peut-être que tu nous as pas beaucoup dit ton rôle dans tout ça, mais toi, tu l'as accompagnée donc depuis le début, quoi. Tu es accompagnatrice. Parce que, effectivement, si certaines personnes n'étaient pas là ce matin, juste pour nous rappeler un petit peu plus ce que tu fais, toi, parce que tu l'as peut-être pas assez dit. Oui, s'il y en a qui n'étaient pas là ce matin. Ouais, et puis j'ai pas qu'une casquette réglementation. Ce matin, j'avais une casquette. Oui, en fait, moi, à la base, je suis ingénieure en agroalimentaire. Et voilà, mais j'accompagne que des circuits courts. Voilà, moi, dans mon métier, j'accompagne que des structures à la ferme et en dehors de la ferme. Voilà, pour connaître un petit peu mieux ce que fait François. Donc, comme je vous l'ai proposé en début de session, si vous avez une ou deux questions de compréhension, vous voulez en savoir plus sur un élément en particulier, ben voilà, je vous laisse poser une ou deux questions, et puis ensuite on va pouvoir passer à la présentation de Nicolas. Sinon, c'était très clair, et puis on pourra discuter plus largement une fois que les présentations seront faites. Donc, c'est bon. Et puis, vous pouvez aussi parler à Françoise à la fin, bien sûr. Et bien, on laisse tout de suite la parole à Nicolas. Alors, merci. Eh bien, bonjour à tous. Ouais. Moi, je suis Nicolas Carton. Je travaille pour une association de développement agricole qui s'appelle TRAM, une association nationale qui fédère des réseaux soit nationaux, soit territoriaux. Et alors, je tiens peut-être à m'excuser à l'avance. Il y a peut-être des questions auxquelles je ne pourrais pas répondre parce que j'ai pris cette intervention au pied levé hier et c'est ma collègue Marion qui devait faire cette présentation parce que c'est elle qui a accompagné l'expérience, l'initiative que je vais vous présenter. Alors moi, je vais vous parler d'un magasin de producteurs. Un magasin de producteurs qui s'appelle la Bardane. Alors vous voyez, toutes les photos que vous... Ok, merci. Toutes les photos que vous verrez dans la présentation sont des photos du magasin ou des membres du collectif de ce magasin-là. Un magasin de producteurs qui se situe dans le Luberon, donc dans le sud de la France, dans la ville de Cadenet, qui s'est créé en 2020 et qu'on a accompagné pendant plus de 2 ans pour s'installer voilà, de façon collective sur cette commune et dans ce magasin. Ce magasin, c'est une association de loi 1901, donc ça c'est son statut juridique, avec la création d'une société commerciale pour le bâtiment. Elle réunit aujourd'hui environ 60 producteurs, donc 60 agriculteurs de tout type de production, avec 27 associés, donc des gens qui détiennent ce magasin, et puis des dépôts-vendeurs, donc des agriculteurs qui viennent uniquement déposer leur production dans ce lieu-là. Bon, voilà, quelques chiffres économiques. 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel, 38 000 clients, enfin en tout cas tickets clients par an, et puis un peu plus de 850 références de produits, essentiellement bio et paysans.
La particularité des magasins de producteurs, c'est celle-ci, c'est un modèle de gouvernance collective, c'est-à-dire, et en tout cas spécifiquement sur ce magasin de la Bardane, ils ont envie encore de prendre toutes les décisions de façon collective. Alors c'est pas simple, se mettre d'accord à 27. Déjà, ceux qui sont en couple se mettre d'accord à 2, c'est compliqué. Parfois même tout seul, déjà c'est compliqué. Mais alors à 27, voilà. Ils ont du coup décidé pour ça d'utiliser la technique de la gestion par consentement. Donc la gestion par consentement, c'est on n'est pas tous d'accord, c'est on peut tous vivre avec un certain nombre d'étapes dans la prise de décision. Et puis un travail par collège, en tout cas, pour spécifier des thématiques de travail. Donc voilà, donc c'est les producteurs propriétaires du magasin qui sont impliqués dans la gestion, ça je l'ai dit. Ils mutualisent donc des locaux, de la logistique, des moyens de communication pour faire connaître leur activité, et puis de la main-d'œuvre aussi, parce qu'ils embauchent en commun un certain nombre de salariés. Ce modèle de magasin de producteurs, c'est de la vente directe sans intermédiaire. Donc c'est bien le prolongement de la ferme, on est bien dans de la vente directe. C'est essentiellement à 80% des producteurs qui alimentent le magasin dans un rayon de 30 km. Chaque producteur gère la mise en rayon et les invendus. Et donc chaque producteur est responsable de venir chercher les invendus le cas échéant. Et puis ils ont décidé un certain nombre de commissions que prélève le magasin pour faire vivre son activité commune. Évidemment, donc 14% pour les associés, 30% pour les dépôts vendeurs. Et puis, donc, je vous le disais, il y a un gros travail en commun de communication pour faire vivre cette activité, site internet, réseaux sociaux, signalétique et puis support imprimé. Donc, vous avez une photo de la devanture du magasin. J'aurais pu commencer par là. Comment s'est créé le collectif ? En fait, il s'est créé à l'initiative d'un acteur qui est le PNR. Le PNR, c'est un parc naturel régional, une organisation qui agit sur plusieurs communes et qui a organisé des buffets campagnards, des buffets de terroir, et donc qui a fait rencontrer un certain nombre d'agriculteurs locaux sur des manifestations pour parler d'alimentation et de circuits courts. C'est pas rare qu'il y ait des magasins de producteurs qui se créent comme ça. Bien souvent, ils peuvent se créer aussi lors des marchés, des marchés de plein vent. Et du coup, ce PNR, voilà, il a permis de faire rencontrer ces agriculteurs. Ils se sont dit, tiens, on a envie d'aller plus loin et de créer un magasin. Ils ont, au démarrage, aussi été accompagnés par une association d'éducation populaire, l'association Omaki, qui les a accompagnés dans des outils et des méthodes participatives. Et donc, ça a ancré chez eux des valeurs et une culture forte de comment est-ce qu'on fait collectif et comment est-ce qu'on décide ensemble et comment est-ce qu'on traduit les valeurs de l'économie sociale et solidaire dans cette activité-là. Ils ont permis une mise en lien avec les citoyens, une première étude aussi auprès de la restauration collective, et puis la mise en lien avec les élus locaux, etc. C'est à ce moment-là que nous, Tram, on est arrivé. On est arrivé avec 2 casquettes. Je vous l'ai dit, on est une organisation nationale, une trentaine de salariés. On travaille avec des adhérents, et parmi nos adhérents, on a le réseau régional des magasins de producteurs de PACA, donc de Provence-Alpes-Côte d'Azur, donc la région au sud de France. Qui a pour mission, ce réseau-là, de fédérer ces magasins de producteurs, de les mettre en réseau, d'animer des groupes d'échange de pratiques, de faire connaître les bonnes expériences, et du coup, conjointement avec Tram, de faire émerger et de pérenniser ces magasins de producteurs. Donc pendant 2 ans, il y a eu tout un travail de structuration du collectif. Et on le disait tout à l'heure, comment faire passer 27 stratégies individuelles à une stratégie collective de magasin. Ça ne se décrète pas, ça se travaille sur les questions de vision, d'engagement, de valeur. Voilà. On a mené un travail aussi d'appui à la rédaction des statuts, des règlements, d'une charte éthique. Ils ont une charte éthique autour de la production de l'agriculture paysanne. Donc ils se sont auto-définis des règles, quelque part.
Tout un travail autour de la structuration de l'approvisionnement des rayons. Voilà, comment on évite les ruptures de gamme, comment est-ce qu'on s'organise quand on a plusieurs maraîchers ou plusieurs producteurs d'une même production. Évidemment sur un plan de gestion et de financement, sur la gestion des permanences. Une caractéristique propre des magasins de producteurs, c'est la présence des agriculteurs dans le point de vente pour vendre les produits d'autrui. Donc comment est-ce qu'on organise ça? Donc on a travaillé ça avec eux. Un plan de compétences et de relations humaines. Vous avez en photo Camille, qui est une salariée de ce magasin-là. Le travail sur le sanitaire, le réglementaire, donc avec la mise en place d'un plan de maîtrise sanitaire, de la collecte d'informations et de la remontée d'informations sur les fermes, stratégie commerciale et recherche de financement. On a déposé un dossier, je crois, FEADER avec eux pour les accompagner dans la durée. En termes de modalités d'accompagnement, donc ça traduit les thématiques que je vous évoquais à l'instant. C'est de la compilation de données, de la diffusion de ressources. Donc en tant que centre de ressources, qu'est-ce qui existe et faire connaître l'existant pour s'en inspirer. C'est de l'analyse et du conseil, évidemment. C'est de la formation. C'est de la mise en relation avec des experts. En fait, on n'est pas expert et on ne sait pas conseiller, surtout aujourd'hui à Tram. Donc évidemment, on s'oriente vers soit des salariés soit d'autres agriculteurs experts sur ce sujet-là. C'est de l'animation de groupes d'échange de pratiques. C'est des réunions de travail en soirée, le week-end, en journée, pour discuter, palabrer, mieux se connaître, décider des règles et des fonctionnements collectifs. Et puis, j'aurais pu le mettre en premier, c'est une disponibilité pour toutes les questions. C'est en fait une présence, une écoute, un soutien, être là dans les moments de doute aussi, parce qu'il y en a dans ce genre de création d'aventures collectives. Et enfin, je crois que j'ai 2 slides sur les résultats, les impacts et ce que ça produit. Aujourd'hui, c'est un collectif de vente qui fonctionne, qui s'entend, qui gouverne et qui pilote un espace de coopération collectif. Alors ouais, c'est ça, j'ai mis qu'ils survivent en fait, parce qu'ils survivent en circuit court, les agriculteurs. C'est pas simple, c'est beaucoup de métiers, c'est peu de temps et ils sont en tension permanente. On a fait une étude avec le PNR du Luberon, avec l'INRAE également, qui visait à mesurer la circulation de l'argent sur un territoire et à se dire, tiens, quand on dépense 1 euro dans un magasin, comment est-ce que cet euro-là, il est redépensé et réutilisé? Et on s'est rendu compte qu'1 euro dépensé, c'est 2,60 € réinjectés localement sur le territoire. Donc ça crée de la richesse, indéniablement. Et puis évidemment, c'est tout un tas de résultats sociaux et territoriaux, donc renforcement du collectif, de l'autonomie des fermes. Ça a permis de l'installation de fermes, comme l'évoquait Françoise dans son exemple. La diversification des savoir-faire, des paysages, des terroirs, grâce à une diversification des produits vendus, à une non-calibration des produits, non-standardisation qui est autorisée évidemment dans ces magasins. Et puis des effets environnementaux, organisationnels et démocratiques. Finalement, comment est-ce qu'on redonne aux gens la capacité de décider et de s'auto-organiser sur un territoire? Et puis un point qu'on ne mesure pas, ou très peu aujourd'hui, qui est des impacts humains sur la dignité du métier, sur la solidarité, sur sortir de la solitude aussi pour ces métiers-là et ces agriculteurs. Et quelques facteurs clés de réussite et de perspective. Ce qu'on aime bien, nous, c'est du même tonneau, quoi, de l'exemple de Françoise, c'est que c'est des projets ascendants qui n'arrivent pas d'une municipalité ou qui n'arrivent pas d'une organisation économique, mais bien des agriculteurs eux-mêmes. Ce qui a fait que ça a marché, c'est que c'est des appuis multiples, pris au bon moment. Voilà, dans l'exemple, il y a au moins 4 structures qui ont permis d'accompagner. C'est un accompagnement de proximité sur mesure, ça je vous l'ai dit, une conseillère expérimentée et présente sur les 2 années, donc en l'occurrence Marion Vandenbulk, qui n'est pas là, qui s'excuse. Et puis un réseau régional qui permet de faire réseau, de se soutenir, de se serrer les coudes, avant et après la création. Ce magasin de producteurs, c'est aussi un accélérateur de projets pour le territoire. Ils sont en train de réfléchir à déployer un espace de transformation végétale à côté de leur espace de vente.
ils mutualisent de l'emploi sur le territoire et ils expérimentent, on en a parlé dans l'atelier juste avant, le dispositif de sécurité sociale de l'alimentation. Donc ils sont intégrés dans cette expérimentation au niveau du Luberon. Voilà, donc la Bardane, un modèle réplicable pour d'autres territoires ruraux, on l'espère bien et on a envie. Un besoin de protéger ces modèles-là parce qu'ils sont fragiles. Même si le collectif est robuste, ça n'en reste pas moins des activités fragiles avec des avantages, des spécificités qui sont mis à mal par certaines réglementations. Et donc, la nouveauté, alors là, à une autre échelle, au niveau national, c'est la création d'une fédération de magasins de producteurs qui a vocation à défendre la spécificité de ces modèles qu'on accompagne à Tram. Et puis un besoin de structures d'accompagnement, évidemment, qui soient compétentes, viables, financées sur ce temps d'émergence et invisible parfois. Voilà, je pense que j'en ai fini. Je vous remercie. Eh ben, merci beaucoup Nicolas, c'était super, même si Marion n'était pas là et on pense bien à elle et voilà, vous trouvez ses coordonnées ici si vous avez des questions vraiment super précises à lui poser, je pense qu'elle sera très contente d'y répondre et elle est bien désolée de ne pas être avec nous aujourd'hui. Donc même chose que tout à l'heure, si vous avez une ou deux questions de précision, éclaircissement, je vous laisse la parole, il y en a une là-bas, et puis ensuite on passera à la présentation précédente. Donc Judith, ça va être en anglais, je te laisse mettre le casque si tu veux. Tiens. Hop, il est déjà sur le canal 1. Yes, ouais. Can you hear me? C'est bon, ils ont le casque. So I am Judith Molnar from Romania, and we have a food hub similar to this shop. And I have two questions. One is, do your producers have more channels for selling their products, or they are just bringing here their products? Like markets and selling from home or HoReCa or anything else. And the other is that we are dealing with a lot of products which are perishable. And what are you doing with this loss? Thank you. Alors, je ne vais pas faire une réponse sur ce magasin-là, parce que je ne sais pas, ne l'ayant pas accompagné directement. Néanmoins, dans le modèle de magasin de producteurs qu'on observe et qu'on accompagne au niveau national, c'est assez rare que les agriculteurs vendent uniquement dans un magasin de producteurs ou dans ce canal-là. On peut avoir des agriculteurs qui vendent dans plusieurs magasins de producteurs, mais bien souvent, ils diversifient aussi leurs canaux de distribution. Un petit peu à la ferme, un petit peu au magasin de producteurs, un petit peu dans d'autres points de vente locaux. En tout cas, on observe ça. C'est variable selon les produits, peut-être. Je pense qu'il n'y a pas de réponse unique sur ces aspects-là. Ça dépend un peu des familles de produits. Parfois, ça peut peser, moi, dans ma région, pour avoir accompagné aussi plusieurs magasins de producteurs. Par exemple, sur la volaille ou le porc et la charcuterie, ça peut peser, même un magasin peut représenter parfois quand même 60-70% de leur chiffre d'affaires. Ils ont après d'autres circuits, dont un petit peu la ferme, mais ça reste vraiment un circuit important et puis qui a mieux résisté au Covid que les autres circuits. Voilà, nous, globalement, les magasins de producteurs, ils ont gardé au moins 20%, on parlait du Covid ce matin, là, 20% voilà, des nouveaux clients. Et sur la deuxième question relative aux produits périssables, oui, c'est un vrai sujet. Il y a de la casse, c'est-à-dire qu'il y a de la perte de produits. Néanmoins,
ce magasin, la Bardane, ils ont pour projet de créer un atelier de transformation végétale pour justement éviter le gaspillage alimentaire, pour évidemment utiliser les surproductions qu'il y a l'été, les mettre en conserve et les distribuer au long de l'année. Donc oui, mais bien souvent, il y a un petit peu de casse. Et d'où aussi l'intérêt dans l'accompagnement de planifier, alors avec du recul, hein, c'est toujours mieux, mais de planifier la production avec la capacité de vente du magasin. Et donc, au fur et à mesure des années, ils arrivent à limiter au maximum ce gaspillage. En viande, avec ces modèles-là, il faut forcément avoir de la transformation chaude, pas faire que de l'abattage, de la découpe, enfin, voilà, selon les animaux, abattage à la ferme ou pas, parce que nous, en France, on peut faire de l'abattage de volaille à la ferme. Et forcément, penser qu'à un moment, parce qu'on a cette question du déséquilibre des morceaux commercialisés en fonction des circuits, avoir cette partie que j'appelle chaude, où on fait des conserves, voilà, des produits, d'autres produits. Ouais. On observe de plus en plus de restaurants qui sont donc une partie restauration qui est créée sur le magasin ou une partie traiteur, voilà, traiteur et restaurant. Il y en a quelques-uns qui se créent aussi. Merci beaucoup. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Lisa, qui va nous présenter un autre cas exemplaire. Et donc, je vais la laisser se présenter. Tu peux rester. Et donc, ça va être une présentation en anglais. Donc, voilà, les casques sont dans la caisse rouge si vous êtes arrivé après le moment où je l'ai dit. Et il faut mettre sur le canal 1, voilà, pour avoir la traduction en français. It's going to come on the screen. Yes, great. Thank you. Okay. Thank you. Thank you very much. So my name is Lisa, and I work for the Swedish University of Agricultural Sciences. And I will present to you now one of the golden cases. Or actually, it's still a nominee, but we hope it's going to be accepted as a golden case. And let's see if we have the slides. It is a case that started in my university by a colleague of mine. Yes, here we go. I think this is the second slide, but never mind. Yes, here we go. So the name is Balsgård Food Tech. And I'm sorry that the name Balsgård is not very adapted to the French language, but it's actually the name of a place where this whole thing started. So it is the history, in a way, in the name. So what they do is that they help farmers and small-scale food entrepreneurs with product development and advisory support for plant-based beverages. This is the topic area that they work in. Okay. And so, yes, in short, based on a university initiative, this food tech company serves farmers and small-scale food entrepreneurs with product development, processing equipment and facilities, and advisory support for producing plant-based beverages. And I must add here that they also support larger actors who maybe want help in product development, or they want to test small-scale batches, because this food tech firm has an equipment and facilities for doing small batches of products. So what is plant-based beverages? That's all kind of liquid things that you could do based on plants. So they could be smoothies, juices, sauces, teas, non-alcoholic wines, beers, ciders, aperitifs and spirits, but also jams and marmalades. And when I visited them, there was a company there who was doing bacterial inoculum for seeds. So they have equipment that can be used for many purposes, but this is the base. So what services do they provide here? I will come back to this in an example shortly, but I will just give you an overview. So they provide advice regarding the legal requirements for this kind of production, regarding business models, how are you supposed to market and sell your products? They talk about that too.
And they assist in product development and in prototype creation. They provide processing equipment in a regulatory approved facility. So you don't have to do the investment yourself on your farm. You can come there with your fruits and berries and use their equipment there. And they offer training in how to use the equipment, of course, but in food hygiene, in the production, in the process operation, and in automation. Everything you need, basically, to actually process your products there in their facility. And they also invite both clients and students, university students, to develop and test and showcase new technology, for example, within automation and digitalization, because everything is going towards that. So if you want to be part of the future, you also need to think about automation and digitalization. And that's a way for them to develop their facility continuously. And besides their own expertise and their own knowledge, they also have an expert network, so a network with other experts that can assist if questions come up that are beyond their own expertise. Yes, that's basically what they do. Yes, and just a very brief history. This started in around 2010 as a university initiative. And the guy to the left here is my colleague, Kimmo. And he is a plant breeder, so he develops new varieties, and his area is fruits and berries. And when he was working as a plant breeder, he realized, well, we need to, how do I evaluate? What is it that I want to breed for? And that's when he got very interested in how do actually farmers use their crops? What's the use of the crops? What are you going to make of your crops? That's going to decide the breeding that I have to do. So that's when he started to experiment with providing these services for farmers, because he also realized that farmers couldn't invest in all of this himself. So he started as a pilot facility at the university, and it had external funding at that time because it was a testing and a pilot phase. And they did that for, I think, around 5 or 7 years. And then it just grew too big, and the university wasn't able to host it anymore because the university should, do teaching and research and so on. So, the pictures here are from that time when it was located at the university. So it needed to find a new form, and this new form is this firm, the Balsgård Foodtech. And it's now a private firm, but it basically has expanded its services, but it's based on this university initiative. And that's also one of the reasons that they are really keen to keep the contact with the university, with researchers and with students as a source of, both for university to keep the contact with small-scale farmers and entrepreneurs, but also the other way around, for others to access the knowledge and the creativity of students, for example. Yes, so it's much more professionalized now. This is their web page, which you are very welcome to visit, of course. Yes, we offer products and process development, pilot plant and small-scale production, as well as co-packaging for plant-based beverages. Yeah, and this is also another picture from their web page, our services, and we offer product development. And now I will walk you through a typical case where they help a farmer or a small-scale entrepreneur with product development, and it's in 6 steps. And then I will conclude. Thank you. So the first step is business and concept development. And they have a lot of knowledge at this food tech firm, but they also work together with business designers at a nearby organization to support you in developing your idea, your products, and your concepts. And this is the business side of it, which is really important too, of course. And the second step is the formulation of the actual recipes. What should the product taste like? What should it look like? What ingredients should be used? As a farmer, then maybe you know, I have apples and my neighbor has black currant or something like that. But I mean, what should we do with it? What can we do with it? And this is a complex step that takes time and requires a lot of knowledge.
And I will just show you the kind of knowledge that it can require. For example, what flavors can be combined, how can we evaluate the taste, what will the consumers think about this taste, how can I make my ingredients match and in what proportions, how do I get the product to look and taste the way I want it to look and taste, and how can I secure my raw materials in different ways. And this comes also to, of course, comes down to safety and health and hygiene. How do I secure the microbiological stability of my product? How do I process my product for the desired result? And how do I do this in an efficient way? So those are examples of questions that you will work with then. And they have, and the ones that are working in this firm now, they come from the food industry, so they have a long history within this. Yes, and also they have a lab facility where they offer their clients and students to use these labs. And you will need to take tests of your products and to analyze them to see, well, to find the best way to process them and to find the best product. Yes, and to continue, the third step is design and choice of packaging. And this is really important for your communication of your product, but it's also a matter of cost, of course. And the fourth one is to test production and prototypes. Yeah, and to actually get into the practical details of how to do it. Yes, and the fifth step is the commercial production. How can you produce this commercially? And there are equipment there for this. And the sixth and final step is the distribution. They have storing facilities, both refrigerated and freezer, and also what is your plan for how the product should reach the market? Yes, so that's a practical example of how this product development could take place. Yes, and just to show you, this is where this is placed. So this is a picture showing Denmark to the left and Sweden to the right. And so this facility is located in Aarhus, which is in a round circle, in a red circle there. And so the eastern part there, below from Aarhus, is the main fruit growing district in our country. So there's a lot of fruit production and also some berry production around this area. So it's centrally located with that in mind. Yes, thank you. That was it. Short presentation. Thank you very much. Merci beaucoup, Lisa. Donc, je repasse en français. Thank you very much. Donc, merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation. Donc, on voit voilà, encore une autre manière de proposer de l'accompagnement. Donc là, c'est pas avec un cas d'un agriculteur qui a été accompagné, mais plutôt comment une structure d'accompagnement peut venir voilà, aider et appuyer aux différents moments du développement. Et donc, même chose, si vous avez une ou deux questions de précision, d'éclaircissement, eh bien, vous pouvez les poser en français ou en anglais, comme vous le préférez, à Lisa. Et puis, voilà, je vous laisse réfléchir si vous avez une question. Et puis ensuite, on passera la parole à Yann pour la dernière présentation de cet atelier, avant de pouvoir discuter un petit peu avec nos 4 intervenants. Donc, je ne vois pas de main se lever, donc je pense que it was very clear. So, thank you. Oui. Et bien, on va donc laisser la parole à Yann pour la dernière présentation. Merci. Okay, great, super. Then you can come back and we can discuss the four of us. Hein? Oui, oui, alors tu peux rester. Or you can stay if you want, as you want. Françoise is staying, so as you want. Good afternoon. My name is Jan Willem van der Schans, and I am representing Task Force Short Food Supply Chains. That's an organization in the Netherlands that is supporting farmers to set up short food supply chains. So this is actually because this is not just about the innovation itself, but also the relation with the advisor. I here want to explain to you a little bit about the relation with the advisor. This is the masterclass short supply chains that I developed more than
10 years ago. And this is a coaching trajectory where farmers are really helped to set up short supply chains with the neighboring cities. And it's a very diverse group. I've done this maybe 10 times, 20 or 25 farmers in each group. And the reason why these groups are so largely populated with farmers is that they learn more from each other than from me. So when I realized that, I made the groups even bigger. This was first financed informally, but then also through the Common Agriculture Policy, especially EIP. So this is one. I present you actually one cases that came to me through this masterclass. And the first one is the Kaasbaas Cheese Boss, a mobile cheese maker. Here you see him, Sylvester, and his idea was to build a mobile cheese making facility and go to farmers in the countryside, make cheese for them, and so that these farmers could actually sell the cheese from their own farm, and it was with their own milk, but the labor was from somebody else. This is how it looks like in practice. Very early in the morning, Sylvester would drive with his mobile cheese factory to any place in the Netherlands where he would make cheese from raw milk and also still hot the milk, so you don't have to cool it down completely and then reheat it again when you are in your processing plant. Here you could do it all in a very short supply chain, and you can see it at 5 o'clock. He would finish and either take the cheeses with him to mature them in his warehouse, or to leave them at the farm where they would then mature with the farmer. And this makes it possible for farmers who are just dairy farmers and delivering to in the global food chain and not really active in it. But these farmers could try out to deliver in the local food chain, because they don't have to invest in the equipment, they don't have to invest in the skills. They just order or ask this person to come, use his milk, and give him the cheeses. And then these farmers could just go to people in the neighborhood and say, okay, I'm a farmer, a dairy farmer, a very conventional one, but this is the cheese from my milk, and how do you like it? Now, this is all very low profile, but it was a real big success, because a lot of farmers in the Netherlands, dairy farmers also, think, oh, maybe I miss out. Something is going on in the short supply chain, but should I invest in it? And here everything is presented on a table for them. So it was really a big success. Here it says why the value proposition of Kaasbaas was so successful again, is because you have a low investment and a high flexibility as a farmer. And also these farmers could fit in to be innovative and transformative in the framework of an approach where small steps are taken. However, it was such a success that the Kaasbaas was working 5 days a week. He started traveling to these farms in the outskirts of the Netherlands from 3 o'clock, and then at 10 o'clock in the evening he was back home, and he also had a young family, so it was not possible for him to continue this. And he was actually wondering, okay, is this a business model? And then we as advisors went a little bit further than just applying a business model approach, and we were calculating for him the cost price. It was also
this afternoon it was shown that you have tools for this, and farmers don't use a tool for calculating the cost price. They just go for it, and as long as the money is coming in and the costs can be paid, they will work. But we actually did a very formal cost price calculation, and it showed that he should raise his price. And then the second thing is, what as an advisor you can do, is that taken for granted positions, you have to debate them. So we told the Kaasbaas that he should convene all his clients and just present the fair price of the cost of production, and then see what would happen. Now he did that, and he was really very tense about it himself, but it was a very good meeting, and all the farmers, or most of the farmers, said, okay, when I negotiate with you at the kitchen table, I go after the lowest price. But when you invite me to this dilemma sharing meeting and we discuss, I also think you should have a fair price. So we agree with the new price, but remind, if we are at the kitchen table, we will be hard on you again. So he got his higher price. He could invest a lot, so that it was less labor intensive, and because some of the parts could be automated and stuff like that. His car was broken many times. So all these things that happen when you are just starting up a business and not really planning for it. So all well, I think. As I said, we organized this meeting with an accountant, and they went through the cost price, and then this meeting with the clients, and they also told him that his implicit assumptions were not true. And we had another meeting, and where it was actually proven that some farmers actually offered him loans to help him. So they said, okay, if the bank doesn't give you a loan, come back to us. Then we are both a consumer of your services, and we are a co-owner of your idea. Now, from the other side, I also, in one of the masterclasses, had a client of Sylvester. So this is a farmer who hires his services. It's an organic farm, and it's a farm with more than one produce. They have dairy on the farm, they have meat on the farm, they have the cheese, and they have some other they have heirloom apple trees. So this company, or this farm, is interesting because actually here it showed us that the organic farmer here focuses his farm on the production of the milk, and all the other products are processed, and the milk as well, I should say. All the products are processed by somebody else. The cheese boss is doing the cheese production. The meat production is done by the local butcher, and the apple tree is being harvested by some other mobile press. So I was confused because when you see organic farms, they often explain you we're the 6th generation of farmer, and we're in complete control of what we do here. But actually, sometimes for these farmers, it's also not possible to be the processor of all of these raw materials, so they actually hire the services of other people to make it livable to be in the short food supply chain. So I think that's probably my presentation, or do I have? No, this was my presentation. Thank you.
Donc, merci beaucoup pour cette dernière présentation. Est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement, compréhension sur cette dernière présentation? Oui, alors on va avoir juste une question. C'est bon? It's okay. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette présentation, très curieux et passionnant. Du coup, juste pour contextualiser, moi je suis Philippine Dupé et je fais ma thèse sur des questions de travail en élevage et circuits courts. Et je travaille sur des territoires où il y a beaucoup de transformations laitières à la ferme, autour de fromages plutôt AOP, donc caractérisés. Et juste pour bien comprendre cette initiative-là, je me questionne de savoir combien de fermes elle concerne et si c'est plutôt pour des collaborations pérennes ou si c'est plutôt pour des exploitations qui aimeraient peut-être installer de la transformation à la ferme et sont en train de se tester et que c'est un moyen pour elles de peut-être démarrer tranquillement leur insertion dans les circuits courts. Est-ce que c'est ça le projet ou est-ce que c'est plus pérenne que ça? Et je me demandais aussi de quel type de fromage il s'agissait, s'il y avait une large gamme. Et après, je me demandais, désolée, ça fait beaucoup de questions, mais c'est passionnant. Et je me demandais aussi si c'était des producteurs qui étaient sur une aire géographique restreinte et si ça posait pas problème que finalement ce soit les mêmes types de fromages qui partent, qui soient vendus par ces éleveurs. Est-ce que ça crée pas de la concurrence ou du flou? Voilà. Merci d'avance pour les réponses. Okay, thank you for your question. The number of farmers was about 20, and this was actually really limited by the fact that he didn't have more time to work on it himself. So we also brought him into contact with another person who was also a cheesemaker and also fitted in her career to be a mobile cheesemaker, but I didn't follow them until the end. What happened to them, I don't know it. I should probably have called them, but really the strain, it cost a lot of strain on his family life. But you know, I think many farmers know what I'm talking about. So I also asked them what is in the plan. And some of them were doing it just occasionally, ad hoc, to give their friends a taste of the farm. But there were others who were also trying to build up a customer basis and then move into cheese making themselves, but not from out of the blue, but with this experience of the intermediate step, selling your own cheese, but not making it yet. So it functioned in that way as well. And this is why I say, okay, it helps, even if it's a small step, it helps in the transformation of agriculture. So, and then about the competition, one of the in practical sense, problematic things was that he used the Netherlands as was his market. And of course, you know, the Netherlands is a very small country, but if you have to drive at 4 o'clock in the morning from the middle, he was located in the middle, up to the north, and then the next day up to the south, you get crazy. One of the advices we gave him was to work with a table of mileage, so that if you come from far, you pay a little bit more than if you come from closer. So we were actually pressing him to be more densely organized, not go all over the country. So the idea of we are in competition is, it is true that on-farm cheese making is became more popular, but the market still can have it. And I always say, okay, like we have Gouda in the Netherlands, so everybody is specialized in hard Gouda cheeses. Why not soft cheeses? Nobody in the Netherlands is producing soft cheeses. You know all about it. So I think there's a large opportunity there.
Merci pour cette question d'éclaircissement. Et maintenant, je vous propose de pouvoir ouvrir un petit peu plus le débat. Voilà, si vous avez des questions à poser de manière un peu plus large sur les exemples d'accompagnement. Et peut-être pour ouvrir un petit peu les échanges, je vous propose de réagir autour du projet donc du RMT et de Cornet qui nous réunissent maintenant. Voilà, à votre avis, en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, à quoi ça sert ces réseaux au niveau national et au niveau européen? Qu'est-ce qu'on peut ou on pourrait y trouver? Peut-être des choses que vous n'y trouvez pas, mais qu'on pourrait y trouver, voilà. Et à quoi ça pourrait servir de se réunir dans un projet comme Cornet pour les accompagnateurs et les accompagnatrices? Voilà, est-ce qu'on peut défendre des choses, voilà, et trouver du réseau. Enfin voilà, je vous laisse nous dire un petit peu ce que vous en pensez pour aider cet accompagnement aux acteurs et aux actrices des circuits courts. Et voilà, si vous voulez dire un mot, Lisa et Yann, de s'il y a des réseaux nationaux dans vos pays, un peu à l'image du RMT, mais le RMT, comme on disait, c'est pas le seul réseau qui existe en France sur ces questions-là, mais voilà, c'est un des réseaux en tout cas. Et peut-être aussi dans les différents réseaux dans lesquels vous êtes impliqués, vous trouvez différentes choses. Voilà, ça sert à différentes choses. Voilà. Yes, thank you. No, but no, it's been very interesting to listen to all these cases. And so I think it's obvious that we have a lot to learn from each other. And not only to learn, but to get inspired. Because some things we maybe don't do, but we find inspirations and others do it. And some things we might do or have started to do it, but some others are doing it in another way. There's always, I think, a lot of inspiration and ideas and knowledge to be found in conversations with others. And there's also research on agricultural knowledge and innovation systems that shows that if you have a national one, it's good, but if you're also connected to the EU level, it's even better. So you will find more inspiration and ideas the more connected you are. As one of the speakers said before lunch today, we need to be in an interactive abundance, I think. Yes, thank you. Alors, peut-être un petit mot là, complémentaire par rapport à votre intervention. C'est vrai que ça nous semble un système un petit peu qui n'existe pas en France. Hein. Un système mobile pour transformer soit ils transforment à la ferme, soit ils emmènent à la coopérative et on va faire un lait, on va mélanger les laits. Donc ça nous semble, c'est du fait des questions, ça me semble, moi aussi j'en avais plein qui me venaient, qui nous semblent normales. Parce que techniquement même, il va falloir qu'on regarde le Golden Case pour arriver à le comprendre, comment il peut fonctionner avec notre modèle à nous, parce qu'effectivement, on pense souvent avec nos organisations, nos contextes, donc c'est ça qui va être intéressant. Voilà, c'était juste pour donner comme un exemple. Mais intéressant, voilà. Alors, tous les Golden Case, bien sûr, vont être intéressants à regarder, dans lequel nous, conseillers, on va les puiser en se disant, tiens, ça existe là-bas. Moi, il y a un moment, je cherchais un Golden Case, par exemple, sur l'abattage mobile. Parce que ça existait, on nous disait en Autriche, mais nous, en France, on n'en voulait pas. Donc, ça aurait été intéressant, effectivement, de se dire comment on peut utiliser toute l'organisation, comment ça a été pensé, comment... voilà, donc on a tout à y gagner. Et puis alors, toujours, je vais remettre ma petite casquette réglementation. Hein. On aimerait bien savoir, souvent, la réglementation, elle est européenne, mais effectivement, dans les interprétations locales, quel argument on peut prendre, parce que vous, c'est appliqué de cette manière-là et ça pourrait avoir un intérêt pour nous. Donc voilà. Je partage tout à fait ce qu'a dit François sur l'application de la réglementation européenne. Et moi, l'exemple que vous avez évoqué, ça m'a fait penser au pressoir collectif qui tourne en France dans certains villages pour venir faire du jus de pomme qui existe. Voilà, où il y a un camion pressoir qui tourne et qui vient transformer les pommes en cubis. Voilà. Yeah. So, Christian, you can... Okay, thanks. Just a comment on this
issue of different implementations of European legislation, I think exactly that's one example where it makes sense to exchange cross-border, because if you have one regulation with one objective to guarantee food safety, for instance, it can't be that it is implemented in 20 different ways because microorganisms work or behave in 20 different ways. And just this example demonstrates that it makes sense to ask in detail, not on the principle level, you have to go into details, to ask in details, what is your argument, how did you manage this, etc. And food legislation, what we have heard in the morning, is a huge topic, especially for smallholders, because it's burdensome, it's complicated, and it's also something emotional which prevents the next generation to continue a business. They say, no, thank you. It's all these troubles with the food inspectors, etc. Either I go for work or I focus on milking cows, but not processing raw milk into cheese. Merci. S'il y a d'autres réactions, commentaires, questions dans la salle, si vous êtes accompagnateur ou accompagnatrice, que ça vous a évoqué des questions, que vous voulez en savoir plus, voilà, si vous êtes déjà impliqué dans un réseau, que ça vous donne envie de vous impliquer dans certains réseaux, voilà. Ça peut être aussi des réseaux d'accompagnateurs comme les CIVAM, les chambres d'agriculture, TRAM, les réseaux comme les groupements d'agriculture biologique. Voilà, il y a un fonctionnement aussi en France qui est en réseau avec des entités plus locales et des entités nationales qui permettent déjà ce partage, des partages de ressources, d'expériences. Voilà, donc ça peut être aussi des témoignages autour de la manière dont vous fonctionnez pour accompagner au mieux les acteurs et les actrices des circuits courts. Comme on disait, c'est pas facile aussi de partager des ressources, comme on disait dans l'atelier précédent. Boris, si tu veux. Oui, merci beaucoup pour cette présentation. Je me demandais au niveau tu peux juste dire qui tu es. Oui, Boris Marcel, je suis directeur d'un réseau associatif sur les questions de transition alimentaire et agriculture urbaine. Donc on a des fermes urbaines dans différents territoires en France, notamment dans les quartiers prioritaires. Et je me demandais par rapport à votre réseau européen si il y a des notions de plaidoyer à mener pour favoriser les circuits courts, notamment par rapport à la stratégie stratégie Farm to Fork de la Commission et sur l'émergence des circuits courts à l'échelle européenne. Merci. You were talking about urban agriculture also, as I understood? Yes, but là c'est plutôt à propos des circuits courts, le développement des circuits courts. Yeah, but I think that in the European Union we have different programs, funding, and there's enough room, in my experience, to short supply chains. Some countries haven't activated all the measures, like the Netherlands, Ireland, and Denmark, obviously because we have all of us have an export-oriented industry. But like Austria, 80% of the money from Austria, as I'm well informed, is going through short food supply chain projects. So I think I always tell people at the national level in the Netherlands, we can try to combat the Dutch export-oriented agricultural system, or we just go quietly and fill out the forms and get the money from Brussels, because it is much more common in Brussels to talk about short food supply chains than. And the interesting thing is that it is somehow, if you frame it wrong, contra the common market. So in Brussels there should be much more opposition, but in fact they take a wise decision, I think, to integrate it into the whole policy making. So Patricia, and then we will have Christian. Hello.
Okay, I just wanted to answer a little bit, if I can, from my experience. I'm Patricia Mora. I am coordinating Youth for Advice project. It's a Horizon project, working as coordinate for organizing a network of advisors in short food supply chain in 27 member states. So we're supposed to be working in the 27 member states and looking for advisors on the short food supply chain. These two projects, Coordinate and Youth for Advice, were the first projects of what we call advisor networks, which were financed in Horizon Europe. And that was because it was one of the priorities in the Horizon Europe to have advisors identified and try to help them to be a little more trained, formal, and recognized by the situation. Because you know there's Article 10 in the PAC, in the policy, which is general for the whole of Europe, and Article 10 in the Reglement of Agricultural Policy says that we should be paying and looking and nurturing advisors, independent advisors in Europe. In that sense, having the two first projects approved, working with short food supply chain, means that obviously there are people interested in having short food supply chain promoted, but it's a very long road, and it's so different in different countries. We find places like France, where there's a large experience, where you have regulations, or even though you've been complaining all morning, it's a place where everything is much more, we even have more data on what's happening. And most of the places in Europe are lacking all kind of, even the concept of short food supply chain. So it's a long way, but there is, I understand, an interest of including short food supply chain as a knowledge and a market in Europe. What will we manage? Well, that's what we're trying to do with the projects. So any help is very welcome. Thank you. Regarding the issue whether the Brussels, the Commission, European level should be in charge of working on this SFSC issue, in 2011, the former Commissioner Cioloș started an initiative named Product from My Farm. And we worked for 2 years in a working group to establish criteria with a certain European protection for this specific type of distribution and production. And at the end, it was the member states who blocked it. We were ready with a complete concept of a definition of a kind of protection, and the member states, they blocked it. So we said, okay, sorry. Je ne vois pas d'autres mains levées dans la salle. Il est 17h05, donc ce que je vous propose, c'est qu'on clôt ici cet atelier en vous remerciant tous pour vos interventions et en vous indiquant que vous pourrez, et vous pouvez déjà pour certains, et vous pourrez pour les autres retrouver les informations sur les cas qui sont partagés sur le site de Cornet. Et donc il y a les flyers qui sont sur la table de partage de ressources. Et on se retrouve ici à 17h15 pour les échos de la journée avec Céline qui nous présentera la journée en dessin et puis Ludovic Brossard qui nous dira le mot de la fin avant de passer. Ensuite, on pourra aller manger un petit morceau ensemble et ce sera dans le hall comme ce midi pour voilà, discuter et faire réseau, ce qui est un peu le but de tout ça, de cet événement. Donc voilà, merci à vous pour votre participation et merci aux intervenants et intervenantes. C'était vraiment très riche cette session bilingue, c'est pas l'habitude et c'était vraiment très chouette. Merci beaucoup.